Bienvenue à tous dans cette vidéo explicative dont le sujet principal sera la fonction intuition introvertie, dit NI, décrite dans le modèle du MBTI. Cette vidéo va prendre pour exemple différents NI dominants. Gilles, vainqueur de la première saison de koh, Adolf Hitler, un homme politique du XXe siècle, ou encore moi-même. Alors par ricochet, pour aller même plus loin que la fonction NI, Gilles nous servira d'exemple pour voir à quoi ressemble un INFJ dans koh. Alors déjà, je vais commencer par décrire la fonction intuition introvertie, je le dis à ma sauce, hein. Donc NI, commençons par le terme intuition. On va faire un jeu pour comprendre ce que c'est. Si je vous dis compter, et mental, mimolette et morbier, vous voyez où je veux en venir? On va dire que ça, c'est le niveau 1. Pas besoin d'avoir une fonction intuition très poussée pour trouver qu'on parle de fromage. Le vous voyez où je veux en venir est important également. C'est le mode de communication énigmatique employé souvent par les NI-DOM. J'ai fait exprès de le laisser. En fait, c'est ce qui m'est venu naturellement quand j'ai écrit le script de la vidéo. Gilles, Amel, Isabelle, Delphine, Philippe, Clémence. Vous voyez où je veux en venir? Alors ne restez pas uniquement factuel en disant que ce sont des gagnants de koh. On va décoller du sol et partir dans l'univers de l'interprétation. Ça va nous donner une liste d'actions menées au sein du jeu, un destin spécifique ou encore des traits de caractère en commun. Bref, c'est la trouvaille d'un dénominateur commun. Et dans le jargon, on parle de conceptualisation. Le problème, c'est que dans la vie, il y a des fausses pistes et des exceptions, mais il y a aussi quand même dans l'ENI cette capacité à comprendre où sont les fausses pistes et en quoi cela n'entrave pas la conceptualisation. Donc ça amène à théoriser sur d'autres concepts qui viennent interagir avec les premiers trouvés dans un vaste système complexe. Bref, à la fin du processus de réflexion, les faisceaux d'indices débouchent sur une théorisation du réel. C'est ce qu'on appelle un concept. NI a en fait naturellement une approche bottom-up. Donc je pars du terrain, je vois ce que je vois et j'en déduis des choses. Après, avec tout ça, on s'amuse. On rentre dans le ce qui devrait être ou ce qui aurait dû être. Tel élément est plus probable que tel autre, et on s'extirpe du vrai passé, quand on parle du passé, pour créer le passé qui aurait été le plus probable. Donc on remplace les données et on les conceptualise. On va avoir cette faculté à ne pas s'arrêter à ce qui s'est concrètement passé. Ça, c'est grâce à l'intuition. On imagine les choses autrement, mais attention, par contre, je vais introduire la différence entre l'intuition introvertie et extravertie. On n'est pas dans une imagination pure comme dans l'intuition extravertie, mais une imagination raisonnée, c'est-à-dire basée sur des calculs eux-mêmes, basés sur des interprétations d'indices décelés ici et là. Avec la liste des gagnants de koh, on pourrait déterminer qu'il faut être bon socialement, stratège version gentil, dans l'entre-deux supérieur au niveau des épreuves, etc. Car oui, pour décrire un peu mieux la chose, le second terme, c'est bien introverti. On s'épanche moins, l'énergie est plus focalisée. Autant quand elle est extravertie, l'intuition imagine plein de scénarios, dont certains peu probables, autant le NI va concentrer son imaginaire dans la trouvaille d'un scénario probable. Pour ceci, il est impératif de ressasser, creuser le même sujet. NI, c'est un regard qui se bloque. J'ai un projet, je le pense et le repense un peu à l'infini. Par exemple, je fais des montages vidéo, mes exports, je les regarde une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six, sept, et la visualisation me permet de comparer ma création avec mon image mentale. Une belle métaphore, c'est le dessin. On peut dessiner sans modèle et avec modèle, et c'est un truisme de dire que c'est plus facile avec un modèle. Et ben voilà, NI, il a un modèle intégré dans sa tête. Donc c'est plus facile pour lui d'être créateur. Il a un point de comparaison. Et cela dit, changeons d'angle et notons que ce modèle interne, c'est aussi un limitateur. On s'y accroche un peu trop et si on n'arrive pas à l'atteindre, on se dit qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Et finalement, on bascule le souci sur le mode intellectuel. Alors que l'intuition extravertie n'est pas prisonnier comme ça d'un modèle précis. Il a l'esprit plus ouvert.
Donc oui, le NI, ça donne une volonté d'exhaustivité, je prépare le grand saut, et tant que je ne maîtrise pas le sujet, je ne saute pas. On tourne le sujet en boucle dans notre tête, on agrémente le plan et les connaissances. Parce que notre seule arme, finalement, c'est de tout prévoir. Je ne veux pas avoir de surprise, je ne veux pas être pris au dépourvu, je compense ma maladresse sociale et physique de cette manière. Et puis, à chaque nouvelle donnée, NI veut restructurer toute sa pensée. Un nouveau découpage apparaît, plus pertinent, et à chaque nouvelle découverte, rebelote. Ça s'intègre où? C'est pareil que quoi? Et si c'est différent, c'est top, hein, ça veut dire que j'ai trouvé une trappe qui amène le sujet encore plus profond. Il y a une différence à creuser, on y va. Et vous comprenez bien que pendant tout ce temps-là, l'action, elle, n'arrive jamais. Donc NI, c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans sa tête. Donc retenons cette idée, volonté d'exhaustivité du premier coup. En attendant, je garde pour moi mes réflexions. C'est de la maniaquerie intellectuelle. On se moque parfois des SI d'hommes, les sensations introverties dominants qui sont psychorigides à empiler les trombones dans le coin du bureau. Les NI d'hommes détestent divulguer une thèse qui n'est pas bien structurée et veulent tout réussir du premier coup. Donc on peut se foutre de leur gueule aussi pour ça. Ensuite, deuxième point, on a dit la planification à outrance. Et enfin, une organisation forte de son monde intérieur abstrait. En découle de tout ceci une manière d'être réservée et contemplative. La vie d'un NI-DOM, c'est passer de l'abstrait au concret et contempler son œuvre. Sauf que cette dite concrétisation est très laborieuse et rendre réel son plan, c'est le défi d'un INJ. Faut équilibrer les fonctions, quoi. NI prend forme grâce à SE. Alors voilà, ça c'était la description de la fonction dominante. Donc maintenant, je rebascule un peu plus sur un exemple précis dans koh et j'ai choisi un INFJ en la personne de Gilles, qui est le gagnant de la première saison. Commençons par la fin, avec son discours devant le jury final. Juste avant, je tiens à préciser aussi que ça va être intéressant. Gilles est un énéatype 9 alpha sur l'énéagramme. Donc, le discours très intéressant devant le jury final, plus intéressant à voir qu'à entendre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en fait les caractéristiques. On voit bien que Gilles est très gêné. En fait, il va parler devant des gens en public. Il n'a pas trop préparé. Je crois qu'il était très fatigué à la fin de l'aventure. Et donc, voilà, il va galérer à trouver ses mots. Voilà, il est gêné, tête baissée. Donc, il dit « c'est difficile ». Je dirais que j'ai vraiment voulu me rendre utile, ça a été un peu mon leitmotiv. Alors j'avais pas de don, mais voilà, j'ai voulu me rendre utile avec mes capacités là où je pouvais rendre service. J'avais un handicap au départ, je suis un peu long à me découvrir, et je crois que ceux qui ont profité le mieux de ça, c'est ceux de Coror. C'est Patricia, c'est Michel, et puis un peu de chance. Alors je pense qu'il y a une coupe au montage. Peut-être qu'il a été trop long à parler car la dernière phrase se rattache assez mal au début, le « et puis un peu de chance ». Et donc pour l'instant dans ce discours, en fait, on voit plus son énéatype 9 totalement gêné. Cela dit, déjà on voit, donc en plus du tempo très long, qui peut s'interpréter par l'énéatype 9 entre autres, mais il galère aussi quand même à trouver carrément ses mots, et on va voir que ça va être le cas tout au long de la saison, ce qui est une caractéristique NI-DOM. On va écouter ensuite les mots du jury final. S'il passait devant lui, il leur disait ce qu'il pensait aux deux membres finalistes. Donc Stéphane, le regretté Stéphane, lui dit « Tu m'as appris qu'on pouvait user de stratégie sans se mettre personne à dos. » Michel lui a dit « Tu m'as tendu la main, tu m'as écouté, j'ai découvert une grandeur d'âme extraordinaire, un garçon fantastique avec plein de qualités. » Patricia, qui termine troisième. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le petit interstice que tu m'as laissé, de pouvoir discuter avec toi, mais je ne te connais pas beaucoup, mais le peu que tu m'as donné, ça m'a vraiment rempli le cœur. Tu as séduit plein de femmes avec ton petit comportement de garçon timide. Et enfin, je voulais citer Françoise qui lui dit « Quand je pense qu'au début, je ne me souvenais même pas de ton prénom tellement tu étais discret, réservé. Je me souviens quand j'ai eu un coup de blues et que je voulais partir, tu m'as aidé. J'ai de l'admiration et une reconnaissance. » Il y a l'idée, donc, dans tout ce qui a été dit, de découverte en cours de route qui ressort, associée à l'idée d'agréable découverte.
On pourrait interpréter ça comme l'ambivalence NI-FE, qui sont les deux fonctions principales du INFJ. NI, c'est une fonction très personnelle, intérieure, et FE, sentiment extraverti, ça rend altruiste. Je vais redécrire tout ça aussi un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va reprendre l'ordre chronologique. Épisode 3, Gilles fabrique un hameçon et nous dit « J'ai retiré des clous de la caisse, je vais essayer de forger des hameçons. J'ai pas... alors d'accord, ça va être plus solide, mais j'ai du mal à imaginer piquer un poisson avec un clou retourné. » C'est intéressant, on retient. Juste après, il dit « Jean-Luc nous a rendu beaucoup de services et qui, à mon avis, nous en rendrait encore beaucoup, mais son attitude est vraiment ingérable maintenant. » Il exprime des vues sur ce qui pourrait se passer, avec toujours un phrasé chancelant, c'est sa marque de fabrique. Épisode 4, on a son portrait. Ma vie manque un peu d'originalité, je trouve. Et la voix off dit que le célibat commence à lui peser, sous-entendu, il passe beaucoup de temps seul chez lui. Ensuite, Gilles est entouré d'un groupe d'amis qui date du lycée. Une fois par semaine, ils se retrouvent au restaurant pour partager spécialités du Sud-Ouest et les bons mots. Exercice où Gilles excelle. Gilles résume d'une phrase sa vie. Les amis avant tout, l'écriture autant que possible, et le foot le reste du temps. J'imagine que là-bas, il faudra composer aussi avec des femmes et jouer en équipe avec des femmes. Ce sera un autre sport, mais qui sera certainement aussi agréable. Alors sur tout ça, on fait un bilan global, toujours des vues sur le futur, plus notamment intéressant le fait qu'il soit très à l'aise avec l'écriture. Donc ça fait très NI aussi. Le fait d'être à l'aise avec structurer sa pensée. Épisode 5, juste avant que Stéphane tue la poule, ils ont une poule, donc à l'époque ils avaient des poules, Gilles tient la bête et dit « ça va me gicler à la gueule ». Il perçoit ce qui risque de se produire, en interprétant notamment que Stéphane ne va pas être efficace pour tuer la poule, et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé. Épisode 8. Finalement, ce soir, je pense que ça va pas être moi. En revanche, je suis toujours persuadé que ce sera le prochain, William, s'il ne décroche pas une immunité encore. Et c'est très bien finalement qu'il ait décroché l'immunité encore aujourd'hui, parce que ça fait peur au rouge. Et dès qu'il l'a plus, pour moi, il est éliminé. Décidément, Gilles est un planificateur acharné, et en plus, il est persuadé de ses perceptions, et je crois que le côté sûr de soi par rapport à un événement futur me semble être notamment une belle différence avec la fonction TI, donc ça c'est la pensée introvertie, parce que ça pourrait se confondre, NI, TI, c'est des fonctions qui peuvent se confondre, très cérébrales, mais je crois que TI est plus un vérificateur qu'un prédicteur. Logiquement, on ne sait pas de quoi est fait le futur, donc logiquement, on doute. Voilà, quelqu'un qui est sûr de soi sur le futur, ça fait plus NI pour moi que TI. Épisode 9, Gilles gagne le confort et choisit Michel pour partager un repas. Peut-être le tournant de la saison, ce choix, quand a posteriori on sait que seul Michel n'a pas voté pour sa couleur dans le jury final. En tout cas, Géraldine n'a plus de force et Gilles culpabilise. En plus, elle veut abandonner, donc il la remobilise et tente de le gratter quelques jours. Demain, tu peux partir si t'en peux plus. Demain. C'est surtout pour Françoise que je te dis ça. Il y a visiblement 3 pôles. Ça, il le dit face caméra. Il y a visiblement 3 pôles. Il y a le pôle Romain, le pôle Michel et le pôle William. William entretient des relations avec Romain. Romain est lié avec Patricia. Michel est contre William. Et Guénaël qui est là au milieu, on ne sait pas bien. Elle pourrait nous surprendre d'ailleurs. Voilà, donc là j'aime bien ce petit paragraphe. Il a tout observé et il nous fait une synthèse, une belle synthèse. Encore une fois, l'esprit de synthèse, ça fait très intuition introvertie. Épisode 10. Il y a 2 électrons libres, William et Michel. Je suis en train d'expliquer séparément. Je leur dis une chose très simple. Le seul espoir pour eux de gagner, c'est de se retrouver contre un jaune en finale. Argument intéressant qui parle du futur, le plus probable. Épisode 12. Denis, avec son phrasé magique, nous dit « Dans la douceur du couchant, le défouloir de la tribu apaisée accueille les émotions de Françoise et les messages personnels de Gilles, décidément bien mystérieux. Monsieur Joie a les doigts qui poussent. Je répète, Monsieur Joie a les doigts qui poussent. Louise n'a pas besoin de crème solaire. Je répète, Louise n'a pas besoin de crème solaire. Le président Coty a reçu un ami pour son petit déjeuner. Et il n'y a rien d'autre à dire à part que si j'ai pas l'immunité au prochain jeu, je serai le prochain.
Et puis, je finis l'histoire, coup de bol, donc il se retrouve avec la dernière immunité qui tombe dans son domaine de compétence car c'est une devinette, hein, le truc impossible aujourd'hui, c'était une devinette où la réponse était la lettre N. Alors il y avait tout un laïus, hein, et fallait trouver le dénominateur commun. Qui suis-je? Et donc c'était la lettre N. Gilles a gagné le totem. Je finis avec la finale et après on résume. Épisode 13, donc c'est la finale. Au tout début, si je vais chercher le courrier annonçant les jeux, donc, c'est vraiment par curiosité. Et ça m'étonne ce jeu, ça m'étonne beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer. Et oui, parfois, quand le réel nous surprend, l'INFJ est dubitatif. Il faut laisser évidemment le temps à l'image mentale de se construire. C'est pour ça qu'on dit que l'INFJ n'aime pas les surprises. Donc, en résumé de tout ça, on voit que Gilles, à chaque fois qu'il parle, il est dans la perception, il est dans la prédiction, il se constitue un monde intérieur, CF le défouloir, il est à l'aise à l'écrit, CF son portrait et son métier, il balbutie, et enfin, il pense au bien-être d'autrui. Notamment, on voit ça quand il parle de Françoise et d'une manière générale dans sa saison. Et je termine en disant que la fonction inférieure d'un INFJ, c'est sensation extravertie. Elle est utile pour décrire la personnalité, car c'est une fonction à laquelle nous sommes sensibles. En gros, elle suscite notre intérêt tout en étant maladroit avec. Si je fais une métaphore, c'est un peu comme un élève à l'école qui aime bien, admettons, les mathématiques, c'est parmi ses matières préférées, mais il est nul. Ben voilà, la fonction inférieure, c'est quelque chose qu'on aime bien, mais on est nul avec. Et Gilles, il a dit qu'il s'était inscrit à Koh-Lanta car il était attiré par le côté aventurier, découverte, parce que le côté survie, voilà, c'est du SE tout craché, c'est de la sensation extravertie, la survie. Et tout au long de l'aventure, Gilles utilise SE plus ou moins efficacement. Alors, il n'était pas très doué pour pêcher ou chasser, mais il était besogneux, il participait à toutes les tâches possibles. À côté de ça, quand il a découvert en cours de route la partie stratégique du jeu, celui qu'il ne connaissait pas finalement, c'était la première saison aussi, il faut dire, eh bien, il n'a pas été largué, en fait, stratégiquement parlant. Et ça, c'est grâce au NI en dominant. Voilà, il n'est pas venu pour ça, mais il a su se raccrocher à ça pour avoir une vision stratégique. On l'a vu dans quelques citations. Alors voilà mon analyse de Gilles. En tout cas, théoriquement maintenant, si je repars sur de la théorie pour les NI dominants, on a les INFJ qui devraient être plutôt des bons candidats, maladroits sur les activités survivalistes. NI offre en revanche une possibilité de faire de la stratégie défensive, c'est-à-dire voir venir les choses et s'ajuster. Et FE en auxiliaire offre une prise en compte de l'humain qui renforce le côté défensif, à savoir qu'il va plutôt envisager une stratégie avec moi et mes alliés et mes proches, plutôt qu'une stratégie contre, cibler un adversaire. Donc on serait plutôt sur un candidat bon socialement, tout en étant un peu timide, mais pourquoi pas, ça rajoute du social de quantité, tout en étant alerte stratégiquement, sans volonté nuisible. Voilà, si je résume. Et Gilles, finalement, a très bien illustré tout ceci. Ensuite, petit paragraphe aussi, parce que les NI dominants, ça donne aussi des INTJ. Lui, il va disposer du combo NITE, donc pensée extravertie en auxiliaire. Ça veut dire qu'il aime bien prendre des décisions qui sont efficaces et logiques. Et je pense que ces derniers, les INTJ, auront plus de mal à se défaire justement d'une image stratégique version malsain, parce que TE va donner ce côté « je prends les choses en main ». Ils assument de vouloir éliminer machin ou bidule. Et de toute façon, dès qu'on préfère la logique au sentiment, on aura un rapport plus froid vis-à-vis des autres. Cela dit, l'INTJ, encore plus dans les saisons actuelles, plus ouverte à la stratégie, devrait être de bons candidats également. Et en exemple d'INTJ, prenez Maxime de la tribu maudite. Voilà, au passage, question pour vous maintenant dans les commentaires. Alors moi, j'ai trouvé du coup en la personne de Gilles un candidat qui partage le même type énéagramme, la même variante et le même type MBTI que moi. Et voilà, quel serait pour vous, d'un point de vue de la personnalité, le candidat qui vous ressemblerait le plus? Et pourquoi? Il y a pas mal de choix maintenant avec toutes les saisons qu'il y a eu. Mettez-le en commentaire. Maintenant pour la suite de la vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin,
notamment avoir des exemples concrets pour mieux comprendre la fonction intuition introvertie et l'INFJ en général. Je vais parler de mon cas personnel d'INFJ. Alors, ce n'est pas facile de typer quelqu'un INJ, car la fonction dominante est très cachée, très dans la tête. D'un point de vue extérieur, on pourrait croire qu'on est face à un ISJ ou un ITP. Voilà, à mon sens, les confusions les plus probables, c'est celles avec les fonctions SI et TI. Alors, je vais vous commencer par une anecdote. J'ai une collègue d'énéatype 6, malheureusement désintégrée, ISFJ, qui me raconte plein de vieilles histoires. Alors l'autre jour, blablabla, en 1992, j'étais là, j'ai rencontré Bidule, puis j'ai travaillé dans ça. Alors moi, au milieu de son anecdote, je lui dis « Putain, mais t'es vraiment doué pour la mémoire, c'est fou de se rappeler de tout ce que tu me racontes à chaque fois. » Elle a souri, légèrement surprise, pas hyper habituée à ce qu'on lui fasse des compliments, et elle a repris sa vieillerie. Alors le mieux, c'était à telle époque, j'étais dans tel service, blablabla, blablabla. Donc ça, c'est une discussion SI-NI. Alors pourquoi? Déjà, elle me parle d'une vieillerie. Donc là, ça fait vraiment cliché. Hein. C'est l'esprit qui est tourné vers le passé. Concrètement, il s'est passé ça, puis ça, puis ça. Et moi, j'étais dans le oui, 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 mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais répondre un truc quand même pour être un peu plus actif dans la discussion. Et le seul truc qui me vient en tête, c'est de synthétiser le fameux dénominateur commun entre toutes les fois où elle vient me parler. J'ai fait le lien et hop, j'ai fait ressortir du chapeau son excellente mémoire. Ce qui est quasiment tout le temps le cas, hein, des SI dominants, ils sont forts pour se souvenir du passé. Bref, donc oui, elle a continué son anecdote comme si je n'avais rien dit. Au mieux, elle a pris ça pour un intérêt pour son histoire, mais il n'y a pas eu de connexion qui s'est installée. Ça n'a pas marché, quoi. Ce que j'ai voulu faire. Elle est restée dans son truc concret. Et finalement, moi, j'ai cette idée qui va germer. Bah, si j'avais rien dit, c'était pareil. La prochaine fois, je ferme ma gueule. Hein, je vais pas faire un truc qui sert à rien. Et voilà, au passage, juste, je mets ça pour voir comment la perception du NI s'emboîte bien avec la passion de paresse de l'énéatype 9. Mais ça, j'y reviendrai longuement plus tard. Ici, donc, pour cette discussion, mettons en lumière la différence fondamentale pour moi entre NI et SI. C'est le c'est pareil vs le c'est pas pareil. Puisqu'encore une fois, la fonction NI, c'est un esprit qui cherche le point commun. Le c'est pareil. Comté, Emmental, Mimolette, c'est la même chose. Ce sont des fromages. Le fait de remonter en généralité, ça donne fatalement la trouvaille du dénominateur commun, une approche bottom-up. La fonction SI, c'est un esprit qui cherche la différence, le c'est pas pareil. Parce que lui juge avec ses sens, les yeux, le goût, etc. Donc, non, le comté élémental, c'est pas pareil, je suis désolé. Si on va dans le détail, et faut y aller, ça n'a pas le même goût. Le comté, c'est meilleur. Voilà, donc c'est différent. Et dans la PNL, programmation neuro-linguistique, il existe un métaprogramme qui traite spécifiquement de ce point qui s'appelle similitude-différence. Donc voilà, bah, si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui dit souvent « ouais, c'est pareil, c'est identique, oh tiens, ça me fait penser à ça, car ça ressemble bah, », réfléchissez-y bien, c'est probablement un intuitif. Alors maintenant, on va se recentrer sur l'INFJ. Nous avons la fonction sensation extravertie en inférieur, ce qui donne le point suivant, la difficulté à composer avec les éléments concrets. Les INJ, ce sont les crétins qui peuvent rester 10 ans devant la machine à café sans comprendre comment ça fonctionne. Alors, anecdote personnelle, et bon, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est du vécu. Une fois, j'étais au lycée et mon ami me prête un stylo. Non mais alors le truc, impossible à comprendre. Et je crois sans exagérer que j'ai mis 1 minute à l'ouvrir. Non, par contre, sans déconner, c'était de la folie. C'était un truc qu'il fallait tourner et appuyer après. Ou en même temps, je sais plus. Enfin bon, un stylo de Barjo. Et moi, faut pas me faire ça. Alors en fait, moi, voilà, donc je sais faire des descriptions de fonctionnement égotique, mais je sais pas ouvrir un stylo. Autre exemple, sur ce rapport à l'environnement difficile, chaque année, mon père, un ISTJ, Enéatype 8, il met les décorations de Noël dans la maison familiale.
il y a des guirlandes partout, partout, partout. Moi, mi-décembre, j'arrive chez mes parents et j'ai droit à t'as vu Jonathan? Non, quoi? Bah, j'ai travaillé moi. Tu vois pas les guirlandes là? Ah ouais. Non, c'est clairement des trucs que je ne vois pas. Point d'exclamation. Et bien sûr que face à un SI dominant comme mon père, je passe pour un bouffon et rebelote mi-janvier quand il enlève les guirlandes, la même scène dans l'autre sens. Donc non, hein, moi je ne vois pas les guirlandes. Par contre, je vois que je ne vais pas voir. Et vous voyez, c'est ça le NI. Et oui, parce que j'en parle maintenant, c'est que j'en ai conscience alors que cette scène interviendra dans un mois. Bon, je vais terminer là pour ce premier point. Je vous passe plein d'autres anecdotes. Toutes les fois où je me suis niqué les doigts de pied en tapant dans les meubles, je me cogne partout et je dis pardon aux meubles. Donc, on va ensuite reprendre les 2 points essentiels listés en tout début de vidéo sur la fonction dominante intuition introvertie. C'est trouver le dénominateur commun. Alors moi, concrètement, je fais des diaporamas, vous voyez, dans mes vidéos, pour ceux qui suivent la chaîne. Je déteste mettre 2 idées distinctes qui se ressembleraient trop. Donc quand je fais mes listes, j'ai plusieurs points, et dès que je vois que 2 idées se ressemblent trop, je vais les fusionner et reformuler via le nouveau dénominateur commun qui est plus généraliste et qui décrit les 2 idées d'un coup. Et voilà, tout au long de ma chaîne, j'ai conceptualisé pas mal de choses de cette manière, comme le social de quantité-qualité ou des profils de gagnants, par exemple. Sinon, j'ai fait aussi des bilans de saison. Et ouais, c'est la même chose, hein, les bilans de saison. L'intuition introvertie, ça donne un esprit de synthèse. Ensuite, on a le creuser à fond un sujet. Alors déjà, vous allez avoir en exemple la longueur de cette vidéo. Ensuite, pour préparer cette vidéo, entre le temps de préparation devant l'ordi et surtout, tout le temps où j'y ai pensé dans ma tête, eh ben, je sais pas, ça m'a peut-être pris une trentaine d'heures, vous voyez. Et oui, parce qu'on décortique le truc, on creuse, on creuse, on creuse. Moi, je vais pas poster la vidéo comme ça, sans soigner le fond et la forme. Tant que c'est pas bien structuré, bien pensé, ben, je le garde. On notera que le fait aussi de garder pour soi le fruit de ses réflexions, ça alimente l'apparence sociale énigmatique. Et je me souviens d'ailleurs d'un prof de BTS qui avait dit de moi, il parle pas beaucoup, mais quand il sort du bois, il fait bien avancer le schmilblick. Enfin, voilà, donc j'ai pas envie de partager une analyse qui n'est pas peaufinée, j'aurais l'impression de passer pour un débile qui ne sait pas organiser sa pensée. Peut-être une des critiques que je détesterais le plus qu'on me fasse, autant je peux accepter qu'on me dise que je suis con, autant m'attaquer sur ma capacité de synthèse, c'est juste pas possible, c'est trop mon truc en fait. Je passe un temps fou dans ma vie à ranger les trucs dans ma tête. Au moment de passer à l'écrit, du coup c'est fluide, et c'est pour ça que les NIDOM sont doués à l'écrit. Les mots parfois sont pas là, mais la structure est là. Et puis comme à l'écrit on a le temps de façon de trouver ces mots, il n'y a pas de problème. En revanche, à l'oral, c'est pas du tout fluide, et comme les mots sont manquants, on n'a souvent pas vraiment de répartie. Et si un jour, moi, on me fait participer à un spectacle d'improvisation, je meurs sur scène. Et même en général, hein, je me trouve 10 fois plus con quand je suis en face de quelqu'un que quand je suis tout seul. Le cerveau a besoin de temps pour éplucher un sujet et pour trouver une réponse intéressante. Seconde conséquence, sur ce même point, creuser à fond le sujet, j'ai du mal aussi, j'ai remarqué, à faire plusieurs choses en même temps. On me dit toujours, bah, c'est normal, t'es un homme. Il me semblerait quand même que dire c'est normal, t'es un NI d'homme, ça fonctionne plutôt bien vu que l'énergie mentale adore se fixer. Ensuite, on avait aussi cette question d'organisation interne. Le fait d'avoir une appétence pour l'organisation abstraite, ça a créé des informations rangées dans sa tête. Quand on demande un truc à un SI dominant, il va te sortir le dossier où il a soigneusement imprimé et stocké l'historique du dossier. Donc ça lui permet de dire ah, tu vois, là, c'est écrit là, sur le contrat. Eh bien, le NIDOM, c'est pareil, sauf que le dossier, il en a une copie dans sa tête. Et dans l'énéagramme, si je fais un pont, la mémoire, c'est l'œuvre du centre instinctif. C'est lui qui se souvient du passé pour gérer le présent. Et je crois du coup qu'être un instinctif plus avoir l'intuition introvertie en fonction dominante,
Ça donne un espace de stockage élevé, invisible. On m'a déjà dit, Jonathan, tu as tout dans la tête, hein, notamment par exemple quand il faut aller voir les collègues pour poser des questions. Certains écrivent sur un post-it. Alors moi j'ai fini par m'y habituer également, mais à la base, pas du tout. Et d'ailleurs à l'école, pendant les épreuves, mes feuilles de brouillon n'étaient quasiment jamais utilisées. Je mentalisais mes réponses. Voilà, je sais que je vais parler de ça, de ça, de ça. Ça pouvait prendre une demi-heure où en fait je brouillonne dans ma tête. Comme si moi j'avais déjà des feuilles de brouillon dans ma tête. Donc les vraies feuilles de brouillon matérielles, je m'en fous. Cela dit, point hyper intéressant, en dehors de ceux qui me connaissent bien, je n'ai pas vraiment l'image du gars organisé qui anticipe. Déjà parce que NI, je pense que c'est une fonction cérébrale et comme je l'ai déjà dit, elle est difficile à saisir de l'extérieur. Et puis moi je suis un aîné à type 9 et à cause de la paresse, je suis l'expert de l'anticipation stérile. Mon anticipation n'aboutit pas sur une action. J'ai connu des scènes avec mon ancienne chef où par rapport au travail fourni, elle avait l'impression que je n'avais pas prévisionné. En réalité, si. J'avais mis dans mes prévisions le fait que j'allais me faire engueuler parce que j'ai pas bossé. Disons que parfois je prends le risque du conflit parce que les conflits futurs, ils peuvent ne pas éclater en fonction du contexte. Je peux oublier des choses après, comme tout le monde, hein. Mais on va dire que 90% du temps, en fait, non, j'oublie pas. Si problème il y a, avec moi, c'est plus un manque d'investissement qu'un réel oubli. Quand je vois des choses, ça se stocke dans ma tête, donc ça se range, et après, j'en fais quelque chose ou pas. Et effectivement, c'est intéressant de noter dans mes collaborations que mes interlocuteurs ont tendance à voir dans le déficit de qualité de mon travail un souci de perception, mais ce qui est faux, et non un souci d'implication, alors que c'est ça. Et c'est probablement, je dirais, une question d'habitude. Il paraît que les NI d'hommes, on n'est pas nombreux et on n'a pas forcément voilà, cette image très organisée de l'extérieur. Ensuite, pour le reste des caractéristiques de l'INFJ, j'avais envie de faire une analyse conjointe avec mon profil Ennéagramme parce que bon, il y a trop de choses à dire. Et je vais faire ensuite un bilan un peu plus simplifié à la fin, un peu plus théorique. Alors commençons par le fait d'être perfectionniste. On voit dans les descriptions des INFJ la caractéristique perfectionniste ressortir. Et qu'en est-il alors de mon cas qui est intéressant puisque je suis un 9 à L8 et pas du tout à L1. Et je dirais que je comprends pourquoi il y a écrit ça. À savoir que j'ai souvent une vision assez nette de ce que devraient être les choses. Et qu'à partir du moment où j'agis, eh ben, autant faire en sorte que ça corresponde totalement à mon image mentale. Maintenant, pour ma part, dire que je suis perfectionniste, c'est un peu fort de café. Disons que j'ai des réflexes perfectionnistes quand j'entame mes projets, mais assez rapidement, c'est recouvert par une couche de flemme qui engourdit complètement ces 10 réflexes. En gros, j'active facilement le mode ce sera raté, je m'en bats les couilles. Sauf que c'est intéressant malgré tout, car là, bon, là je le dis schématiquement, il faut plus imaginer ça comme un va-et-vient intrigant. Par exemple, quand je fais des montages vidéo, 1. J'essaye de reproduire ce que j'ai en tête. 2. J'en ai marre de travailler. Il y a l'appel irrésistible de mon canapé moelleux. 3. L'image parfaite de ce que devrait être mon montage tourne en boucle dans ma tête. 4. Bon allez, j'y retourne. Allez, je vais réessayer. 5. J'améliore un petit peu le truc, mais mon canapé moelleux me manque trop. Il faut que j'y retourne. Et mon illustration met en lumière l'alternance qui existe entre la paresse du type 9 et l'envie créatrice précise de l'INFJ. Cependant, on va rajouter 2 derniers éléments intéressants à insérer. D'une part, la temporalité. L'alternance ici n'est pas égale. L'étape numéro 3, celle où je suis sur mon canapé, est beaucoup plus longue que l'étape numéro 5, où je retourne travailler. Et enfin, la qualité finale. Moi, j'arrête le cycle que je viens de décrire souvent avant que la production ressemble à la qualité que j'avais imaginée. Par exemple, mes 16 premières vidéos YouTube, c'était des brouillons. C'est-à-dire que j'ai lancé l'enregistrement pour voir ce que ça donnait, j'ai revisionné et la qualité me suffisait.
Alors j'ai bien vu en fait que c'était pas aussi bien que dans mon imaginaire, mais tant pis, et hop, j'ai publié, et c'est comme ça que la chaîne a commencé. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un fonctionnement perfectionniste. Précisément, je dirais qu'il y a l'embryon du perfectionnisme en moi, mais il perd la bataille, entre guillemets, contre ma paresse. Et ça me fait penser que dans l'énéagramme, on fait une distinction entre idéalisme et perfectionnisme. Le perfectionniste, c'est un idéaliste qui tente de rendre réel son idéal. Donc ça implique fatalement le centre instinctif. Les idéalistes, ce sont les types tournés vers l'intérieur, le 1, le 4 et le 7. Le perfectionnisme, du coup, c'est la fixation de l'énéatype 1. Ça peut aider de faire cette distinction-là, et moi je suis clairement idéaliste, mais comme toute la famille NF, le perfectionnisme a quant à lui une intensité variable en fonction de l'utilisation du centre instinctif. Donc voilà, après analyse, suis-je perfectionniste? Plutôt non, mais la caractéristique est à noter car théoriquement l'intégration, donc l'accès au centre instinctif pour moi, devrait débloquer cette dite caractéristique. Le mépris des badineries. Alors ce sont, vous savez, les discussions de comptoir un peu futiles du style la météo et tout le tout team. Alors sur ce point, effectivement, je me suis déjà dit que j'avais du mal avec ce que j'appelais moi la bassesse intellectuelle. Et en fait, tant que je suis en posture passive d'écoute, ça me gêne pas. C'est juste un peu dommage, je me dis, de pas parler de choses plus profondes, mais bon, ça me va. Par contre, dès que je suis actif dans la conversation, il y a généralement un décalage qui s'installe puisque j'apporte mon regard, qui est un regard qui s'élève, qui va sortir des sentiers battus, pour titiller un peu plus de profondeur. Et là, à ce moment, si je sens une difficulté de compréhension chez mes interlocuteurs, et en plus, avec mon ego, j'ai un gros feeling là-dessus, dès que la connexion craque, je le sens directement, eh bien, je me dis, aïe aïe aïe, quoi, ils peuvent pas rebondir, merde, j'ai créé un malaise dans la discussion. C'est vraiment relou, parce que je me dis, mais comment je fais pour communiquer, moi? La plupart du temps, du coup, bah, je parle pas. Je parle pas trop dans les discussions de groupe. En fait, c'est trop dur d'élever les débats en groupe. J'ai l'impression que plus on est nombreux, plus on est con, quoi. Je sais que j'aurai forcément une perception du conflit qui va s'allumer quand je vais vouloir parler. Donc, autant rien dire et basta. Donc, le mépris des badineries, je dirais non. Je reformulerai en revanche en mépris du manque de possibilité d'élever le débat. Et ça, oui. On dit aussi ensuite que l'INFJ a l'apparence énigmatique. Ça, c'est assez logique, c'est donné par l'ambivalence entre intériorité forte, NI, et besoin de chaleur humaine, FE. Ce point se vérifie très très bien chez moi. Idéalement, j'adore les connexions très fortes qui fait du bien à mes deux fonctions d'un coup, de la profondeur et de la chaleur humaine. Alors dans la pratique, cette ambivalence crée une frustration puisque d'un côté, ça ne me gênera jamais de passer du temps tout seul chez moi, reclus dans ma grotte philosophique. Donc je vais maintenir cette situation. Pourtant, à l'intérieur de cette zone de confort immense, où je suis tout seul chez moi à lire mes livres et à réfléchir, il y a un manque qui s'installe, un manque de relations humaines, et l'endormissement général dû au type 9 éteint ma frustration, mais je sais quand même qu'elle est là, car à de rares occasions de lâcher prise, j'ai déjà pleuré quelques fois avec l'impression de subir mon amour pour la réflexion solitaire, alors que dans le fond, j'aimerais bien aussi rencontrer des gens parce que j'ai beaucoup d'amour à offrir. On parle souvent, pour l'INFJ, de la personnalité introvertie la plus extravertie. Bon, alors, bof bof, hein, dans mon cas, je suis vraiment très très introverti. Mais en revanche, c'est vrai que dans les situations obligatoires de prise de parole sociale, de découverte de soi socialement, par exemple, je pense quand je faisais des exposés à l'école, j'étais anormalement à l'aise et vraiment très doué pour capter l'attention, ce qui surprenait son monde car ça tranchait avec l'image du type complètement asocial que j'ai d'habitude et qui parle jamais. Et là, impossible de ne pas faire le lien avec Adolf Hitler, qui avait le don de captiver les foules quand il faisait des discours.
Et c'est vrai que dans le combo NIFE, on mixe la vue pénétrante, perspicace, en intégrant le désir du public, comme si je savais la forme que je dois adopter pour plaire aux gens. Après, encore une fois, moi, c'est uniquement quand la situation m'oblige à le faire. Je sais le faire, mais sinon, je m'en fous. Moi, tout seul, je fuis viscéralement ces mises en scène publiques et je préfère me réfugier au fond de la salle, dans le coin le plus sombre possible où personne ne voit que j'existe. L'intérêt pour la spiritualité ensuite, bon bah là, exemple facile à trouver, j'ai fait carrément une chaîne YouTube sur le développement personnel. Voilà, logique, hein, c'est l'attirance pour la profondeur et l'humain, NIEFE. Quand on utilise des modèles comme l'énéagramme ou le MBTI, on manie des conceptualisations de l'âme humaine, hein. Et il y a fort à parier que les créateurs de ces 10 modèles de personnalité sont des intuitifs dans le MBTI. Je le redirai tout à l'heure, mais le mélange INFJ et type 9 va générer une puissante dominante contre-passionnelle. Pour rappel, la contre-passion, c'est l'inverse du fonctionnement standard de l'ego. Pour le 9, ça s'appelle l'hyperactivité de soi et c'est passer trop de temps à vouloir se connaître. Ensuite, le fait d'aider et de conseiller, c'est une déduction encore une fois logique des fonctions NI et FE, la vue pénétrante, plus savoir ce qui aiderait les autres. On ne va pas s'en servir uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire des beaux discours. On peut aider les gens aussi. Et paradoxalement, moi, je ne vais pas souvent aider intellectuellement les autres, mais plus m'adapter en créant des situations plaisantes ou en offrant des cadeaux. C'est-à-dire, je ne vais pas leur donner des conseils et leur parler directement. Je vais réfléchir à une situation qui peut être intéressante et aider les gens globalement. Bon, après, on peut aussi voir comme exemple ma chaîne YouTube comme un ensemble de conseils pour analyser koh voire mieux jouer dedans pour les gens qui veulent s'inscrire. Sinon, autre exemple, moi j'adore l'humour. Et alors là, c'est assez subtil, mais j'ai remarqué que j'aimais bien aider les gens en leur donnant la possibilité d'être drôle. Et comme par ailleurs, grâce à l'oubli de soi, je suis très porté sur l'autodérision, mettre en avant mes échecs, mes défauts, et carrément mettre en place derrière des comiques de répétition sur ma nullité, une des manières les plus faciles d'aider les gens pour moi, c'est de donner l'occasion à l'autre de se foutre de moi. Alors ma technique parfois ne fonctionne pas quand c'est trop sous-entendu. Et c'est dommage, alors que moi je sais ce qu'il faudrait dire pour être marrant. Du coup, de temps en temps, je vais devoir sortir du bois pour être sûr à 100% que mon idée drôle voit le jour. Voilà, ça c'est à cause de la partie sous-entendue qui me fait défaut parfois. Mais en plus, sinon, bienfait égotique annexe, quand quelqu'un se moque de nous, ça intensifie la relation. Et moi, c'est pile ce que je cherche, puisque la personne aura les moments d'après ou les jours suivants un côté compatissant, redevable qui germe, plus ou moins en fonction des gens. Mais voyez, il y a cette idée que peut-être qu'il l'a mal pris, donc il faut que j'aille lui faire comprendre que je l'aime. Donc moi, perso, quand je me fais lyncher, je suis content. Je sais qu'on est en train d'éloigner les conflits futurs. Voilà un bel exemple, je pense, qui mélange ma perception NI et l'évitement des conflits. Alors par rapport à tout ce que je viens de dire là, globalement, sur l'aide, on pourrait penser à l'énéatype 2 de l'énéagramme, aimer aider, aimer conseiller, aimer aimer. La différence notable que je vois personnellement, c'est que moi je suis dans le si tu veux, je t'offre des trucs. Je m'impose jamais en fait. Et bien souvent, ma vision égotique de type 9 m'indique que la personne n'a pas envie d'être aidée. Ok, tu n'as pas besoin de moi. On est sur un fonctionnement inverse de l'orgueil, où l'oubli de soi crée pour ma part une hypertrophie de l'humilité, la tendance à penser que l'autre n'a pas besoin de moi. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'en termes de fréquence, j'aide peu par moi-même. Par contre, j'aime bien faire des cadeaux, mais ça c'est autre chose. Mais en termes d'aide et conseil, j'aide et je conseille peu par moi-même. Je vais aider que quand on me fait la demande expressément. Et là, avec grand plaisir, et j'ai même beaucoup de mal à dire non. Et les fois où c'est moi qui prends l'initiative, je sais comment faire plaisir. Et c'est bien souvent des démarches globalisantes comme l'organisation d'une soirée jeu.
Il n'y a pas d'aide directe à quelqu'un. Ou encore, si on reprend mon exemple précédent, j'aide par sous-entendu. En tout cas, je n'aide pas par problème d'identité comme un 2. Or, je sais, je suis pas naïf, que le fait d'aider, ça va faciliter l'appréciation que les autres ont de moi. Et c'est vrai que j'aime bien ça aussi, être aimé. C'est important pour moi, ça permet d'éviter les conflits. Transition toute trouvée pour le point suivant, sensible à la critique. Et oui, la critique, c'est une étincelle de conflit, donc moi j'ai horreur de ça. C'est une explication ok qui vient de l'énéagramme. Mais alors côté MBTI, j'arrive pas à trouver une correspondance chez moi. En fait, j'ai l'impression que ce point, logiquement, il existe en déduction du perfectionnisme, dont j'ai décrit l'ambiguïté tout à l'heure. Et comme de mon côté, c'est plutôt contenu, le lien est difficile à faire. Mais en tout cas, oui, je suis sensible à la critique à cause de mon énéatype 9. Le manque de spontanéité, là, on arrive à un défaut qui est vraiment assez risible. Alors moi, concrètement, on me dit va voir tel collègue du bureau d'à côté. Je le fais, mais dans ma tête. Je me vois, moi, de l'extérieur. Oh, il paraît que c'est très eni, ça d'ailleurs, se voir de l'extérieur. Comme si j'avais accès à une caméra planquée dans un angle du plafond. Donc bref, la scène se déroule dans ma tête. Mon corps se lève, je me vois me lever, j'y vais. Je vais croiser l'autre con qui ramène le courrier, qui va me faire sa blague pourrie dans les couloirs. Et je vais aller dire à mon collègue j'ai une question là, car je sais plus comment on fait pour régulariser ce compte. Je pensais que c'était la transaction FB03. Et bizarrement, ça marche pas. Il doit y avoir une manip à faire, mais je sais pas où c'est. Ouais, tu vas dans FB03 et ouais, il faut cliquer sur F6 pour débloquer les fonctionnalités. Ah, c'est sûr, hein, sinon ça fonctionne pas. Hein. Et ça, c'est super comme exemple parce qu'on voit qu'en plus d'être obligé de projeter son futur avant de le vivre, je donne moi-même des pistes de solutions. Car finalement, il y a cette capacité qui est vraiment cool dans le NI, c'est d'accéder à des informations qui nous étaient inconnues de manière officielle. Même si moi, on m'a jamais dit factuellement, quand tu as ce problème, tu fais ça, je peux quand même centrer le problème et potentiellement le résoudre sans aide. Je me doute de certaines choses, cette erreur vient de telle nature de problème. Donc, il y a un détour par une remontée en généralité qui peut m'aider à la manière d'un drone, voyez, qui s'élève dans le ciel et qui lui permet de voir où est la sortie du labyrinthe. Et de ce fait, les INJ sont associés à la notion de perspicacité. Et oui, par expérience, c'est quand même assez vrai, j'ai l'image du gars qui pige vite. Même si là, en ma faveur, joue aussi énormément mon ego d'énéatype 9 alpha, à savoir que pour éviter les conflits, moi, si on me forme et qu'on me demande « Bon, t'as compris ?» Je vais toujours dire « Ah oui, 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 oui », même si en réalité, c'est « Mouais, vite fait ». Bah, je préfère faire plaisir au formateur, quitte à mal comprendre et fournir un travail de mauvaise qualité plus tard. D'une manière générale, bien travailler, j'en ai un peu rien à secouer. C'est assez bas dans mes priorités. Je commence à m'y intéresser que si je sens que je vais me faire engueuler par mes chefs. Donc, dans mon exemple où je me fais former, c'est assez logique ma réaction, parce que j'évite un conflit tout de suite. Alors, totalement égotique, on est d'accord, hein, il n'y a pas de mal normalement à dire qu'on n'a pas compris à son formateur. Mais voilà, pour moi, dans ma perception, vaut mieux ça, puisque l'autre conflit, celui de l'engueulade future avec le chef, n'est que potentiel. Sinon, autre exemple, pour le manque de spontanéité, quand mon téléphone sonne, ça déclenche un malaise chez moi, si j'attends pas spécialement de coup de fil. Et alors, il manquerait plus que ce soit un numéro inconnu. Et alors là, je vous dis direct, je réponds pas. Non, non. Si je décroche, je vais dire quoi? Je sais même pas qui m'appelle. Non, c'est pas possible, ça va pas. Et puis, j'ai pas le temps de mentaliser la discussion. Donc non, je réponds pas. Il laissera un message. Comme ça, j'aurai des indices sur son nom, sa fonction, ce qu'il me veut. Et là, je pourrais m'imaginer la conversation qui va avoir lieu quand je vais le rappeler. Mais bon, même quand c'est pas un numéro inconnu, je ne vais pas décrocher tout de suite, hein, comme si mon NI tentait vite de créer la discussion qui va suivre. C'est assez ridicule et en réalité, ça marche évidemment pas. Et il n'y a pas assez de temps, ça sonne pas assez longtemps. Mais on voit que la volonté d'anticiper est bel et bien très forte et présente. Et oui, hein, la surprise pour les NIDOM et les SIDOM, c'est horrible. Bon, maintenant, je fais un petit bilan sur ce mélange INFJ 9 alpha. En premier chef, NI, c'est l'accès à son intériorité. On est fatalement sur un 9 contre-passionnel,
La passion, c'est la paresse de soi, c'est le blocage du qui suis-je. Mes envies, mes besoins, mes goûts, je les connais pas. Avec la fonction NI en dominant, l'ego se rattrape par un je m'en foutisme. Je sais qui je suis, je connais mes envies, mes besoins, mes goûts. Je sais globalement ce que je veux, mais je m'en fous. Je ne m'intéresse pas assez pour satisfaire mes désirs. Je n'ai pas assez d'amour de moi-même, en fait. Il y a donc une diminution de la passion et un grossissement de la fixation. C'est ça dans le fond, hein, la contrepassion pour un œuf. Trop se connaître, c'est conscientiser sa résignation, car ça n'empêche pas l'impression égotique que la paix s'obtient par l'inaction. Si vous voulez comparer avec cette vidéo, vous avez un exemple de contrepassion. Maintenant, allez demander à votre pote Enéatype 9 de faire une présentation de soi comme celle-là que je viens de faire dans la vidéo. Et là, vous allez voir la différence. Et oui, parce que souvent, les 9, c'est plutôt des ISFJ ou des ISFP. Donc, il va vous répondre, ouais, bah moi, je suis gentil, ouais. D'accord, mais sinon, t'as pas une analyse plus poussée? Moi, je suis gentil, moi. Ouais, moi, je suis gentil, ouais. Ok, super ton analyse, merci. Deuxième point, le plus important, c'est j'évite les conflits futurs. J'anticipe les désaccords, les comportements agressifs, donc j'agis dans le présent en fonction de ces dites réactions futures. Quand c'est pertinent, ça donne le don, à moitié inconscient d'ailleurs, d'éviter de me retrouver dans des situations problématiques. Ensuite, j'envisage la suite des événements pour m'épargner le maximum d'efforts superflus. Un truc tout bête, je vais prendre le bus, j'arrive dans la ligne droite où il y a mon arrêt de bus, je tourne immédiatement la tête et il n'y a pas le bus, donc je ralentis immédiatement l'allure. Et moi, pendant longtemps, je pensais que tout le monde faisait comme moi, mais en fait, à force d'observer, pas du tout. En gros, moi, perso, si je juge que mon effort n'a aucune utilité, je ne le fais pas. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis l'expert de l'anticipation stérile qui n'aboutit pas à une action. C'est la suite en fait là du point précédent, mais on passe à la flemme au niveau supérieur. C'est-à-dire que même quand mon inaction va avoir un impact négatif, et que je le sais, je le vois venir, eh bien je vais quand même céder à mon fatalisme pour ne pas agir. Le fameux c'est pas grave. Même indépendamment des réactions d'autrui, ma vie est rêvée et non vécue. Je vois ce qu'il faudrait faire, mais flemme, hein. Encore une fois, cette tendance à conscientiser sa résignation fortement, puisque je ressens la puissance créatrice et une vision qu'il est dommage de ne pas réaliser. Les quelques projets réalisés, c'est les plus faciles, les plus accessibles, qui touchent une petite échelle, comme le cercle amical. En gros, le gars qui organise, qui invite et qui cimente les groupes d'amis autour de jeux créatifs qui font plaisir à tout le monde, eh ben c'est moi. En plus de la difficulté de passer de l'abstrait au concret, mon ego d'énéatype 9 crée un conditionnement supplémentaire. Je cède à mon pouvoir créatif que à la condition que ce que je cherche n'existe pas déjà. À cause de l'oubli de soi, effectivement, il y a le problème de prendre sa place. Alors concrètement, par exemple, si quelqu'un avait créé une chaîne mêlant Koh-Lanta et Enneagram, eh bien, je n'aurais jamais, c'est sûr, tel que je me connais, je n'aurais jamais créé ma chaîne. J'aurais seulement participé dans les commentaires à la chaîne de ce gars. Et de cette manière, c'est de cette manière seulement que j'aurais fait passer mes idées, donc en réaction. En revanche, si après recherche, je ne trouve pas ce que je veux, ou quelque chose qui se rapproche pas assez de ce que je veux, qui est un petit lien mais qui est trop loin, eh bien là, j'ai juste trop envie de créer mon truc, de faire le truc moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Ça, c'est très vrai pour les INFJ, même pour tous les idéalistes en général. Ensuite, point suivant, donc INFJ et néatype 9, ça crée un contrôle par la passivité. Alors ça fait 9 tout court. Et je vais faire le lien avec l'INFJ. Dans la manière de faire, en fait, en détail, être plus organisateur qu'acteur, donc ça c'est aussi le fait d'être INFJ, hein, plus le fait d'être un instinctif, ça fait que je vais faire toute la partie organisation très très vite. Je vais jamais procrastiner sur le fait d'organiser un truc. Mais après, je laisse. Je laisse durer cette période
où tout est prêt pour l'action, et cette dernière, je la laisse tarder à venir. Exemple, si je veux voir un film, très très vite, je fais l'effort de recherche, mettons j'ai envie de le télécharger, je le télécharge, et après seulement, ralentissement net, j'ai mon fichier téléchargé, mais je ne regarde pas le film. Et moi, j'aime trop, trop, trop cette situation de avoir à disposition plus non-utilisation. C'est vraiment trop ma vie, ça. C'est assez logique pour moi, encore une fois, c'est la prévision de l'INFJ plus la paresse du neuf. Que ce soit pour des compétences, alors si jamais on me demande de faire ceci, vous voyez, c'est le futur qui dirige, alors je dois savoir le faire, mais tout seul, mon niveau d'exigence est bas, donc je n'utilise pas cette dite compétence. Eh bien, idem, cette même logique pour les choses matérielles. J'achète tel truc, car j'en aurai besoin pour mon projet, et quand je le reçois, la flemme de vraiment l'utiliser. Alors dans ma tête, par contre, oui, je l'utilise, mais que dans ma tête. Ensuite, l'INFJ des nés à type 9 devrait imaginer plus facilement les réactions des gens que les actions à mener. L'orientation est plus sur l'humain, donc l'évitement des conflits pour un INFJ va être très basique. On évite les désaccords. Ensuite, le futur m'intéresse, oui, mais pas le mien, à cause de l'oubli de soi. Par exemple, moi, je préfère penser à deviner qui va gagner la saison de koh que de me demander où je serai dans 5 ans. On pourrait déceler ici une légère contradiction avec le point numéro 2 cité, où je disais que j'évitais les conflits futurs. Mais en fait, non, car le très long terme laisse quand même peu de place aux conflits. La question de savoir quoi faire dans la vie est difficile pour tous, et personne ne va m'en vouloir d'avoir raté cet exercice. Donc, même si moi, par rapport à mes qualités d'INFJ, je suis très bien placé pour réussir ça, eh ben non, je n'utiliserai pas mes capacités dans cette optique. S'il n'y a pas de représailles d'autrui, je n'ai pas de motivation, donc je m'en fous. Et ça, je présume que c'est une différence avec l'INTJ, qui lui devrait plus fuir les conflits par poursuite d'objectifs et non par non-approbation d'autrui. Ensuite, INFJ, c'est esprit créatif, donc effectivement, j'ai un modèle en tête. Cela dit, avec les nés à type 9, l'esprit reste paresseux. Et parfois, il va y avoir que le minimum syndical qui change par rapport à une perception. Autrement dit, personnellement, j'ai remarqué que j'aimais la reproduction. Je vais créer juste une décontextualisation et c'est tout. C'est comme voir une scène dans un film avec des dialogues que j'aime bien. Moi, je vais m'inventer une autre histoire, mais réussir à faire le lien pour remettre les mêmes dialogues dans mon projet perso. Alors dans le fond, on pourrait presque voir ça comme du plagiat. Moi, j'essaye de faire l'effort justement de m'inspirer sans reproduire, surtout que j'en suis totalement incapable. C'est juste de la paresse, donc je fais gaffe à ça. Mais il y a quand même, c'est intéressant, cette tendance en moi du fainéant qui veut créer en faisant le moins possible. Parfois, on a la créativité inconsciente et sur ce point, je ne sais pas spécifiquement expliquer l'influence du type 9 sur le MBTI. Peut-être que ça peut s'expliquer que par le INFJ, mais je sais que parfois, moi, je réalise un truc et moi-même, je ne saurais pas l'expliquer. Je me souviens notamment en primaire, petite anecdote, on avait un thème, je sais plus, un truc sur l'écologie. Le mec qui vient nous filmer, il vient nous filmer faire nos dessins, il me lance un: «Ouais, mais t'as mis beaucoup de choses toi sur ta feuille. Tu vas nous expliquer après, hein?» Ouais, mais non. Je saurais pas expliquer mieux que le dessin, hein. Et encore moins quand j'étais petit, hein. J'étais extrêmement timide. Alors je crois qu'en fait, c'est les sensitifs, ils veulent du sens, expliqué frontalement. L'explication par symbole, ça leur suffit pas. INFJ 9, c'est aussi quelqu'un du coup qui adore offrir, ou au moins penser à ce qui ferait plaisir, au lieu de s'occuper de ses propres affaires. Donc FE plus oubli de soi. En fait, on narcotise dans une préparation dont ce sont les autres qui bénéficieront. Et nous, notre partie du plaisir, elle est plus dans la préparation, l'organisation de ce bénéfice. Les cadeaux sont souvent issus de la créativité artistique. Moi, par exemple, je me suis mis à la peinture depuis peu. J'ai pas encore le niveau d'Adolphe, mais ça va venir. Par ailleurs, on tape souvent dans le mille quand on fait nos cadeaux, puisqu'on a une vision perçante de ce que veulent ou aiment les gens. On est habitué à observer
Et moi, c'est assez vrai, j'ai l'habitude de fusionner avec les désirs d'autrui, donc je connais mieux leurs envies que les miens. Enfin, notons aussi la déconnexion très forte du coup du réel, du monde social qui va être vraiment très, très prononcée car la richesse intérieure est très puissante, créée par le NI et c'est renforcé par un gros attrait pour l'inaction, à cause de la paresse et de l'oubli de soi de l'ENI à type 9. Et c'est vrai que moi, franchement, il y a des jours où j'enchaîne vision sur vision, du coup réflexion sur réflexion, ça me prend un temps fou et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mon journal intime à cause de cette, lourdeur cérébrale. Je me suis dit: «Là, faut écrire, hein, sinon c'est dommage, je vais finir par tout oublier, j'ai trop d'idées». De fait, l'INFJ augmente la passivité du 9 dans tout ce qui est conversation, tout ce qui est monde social. Voilà surtout, ce que je voulais dire. Si jamais je devais, garder parmi tout ce que j'ai dit qu'une seule phrase pour décrire le 9 INFJ, ce serait pour moi: «Je sais quoi faire, mais je ne le fais pas». Voilà, vision pénétrante plus paresse. C'est ça le plus important, je pense. La vidéo est finie, en espérant que ça vous a éclairé. Il y a pas mal de contenu quand même sur internet sur la fonction intuition introvertie si ça vous intéresse, puisque encore une fois théoriquement les NI dominants, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur fonction, puisque c'est dans leur fonctionnement, sont des personnes qui sont très à l'aise à l'écrit. Donc si vous avez envie de trouver des infos là-dessus, vous allez trouver facilement. Il y a plein de gens qui ont fait des très belles introspections là-dessus. Moi, ma vidéo, c'est finalement une introspection de plus. Après, chacun parle avec ses mots. Après, ce qui est intéressant et qui m'a beaucoup plu aussi, c'est comme je suis fan de l'énéagramme, bah, c'est de faire le lien, voilà, entre l'énéa type 9, le INFJ. Ce serait intéressant, mais ce serait évidemment un chantier colossal de faire ça pour chaque combinaison. Par exemple, l'INFJ, c'est souvent des énéa type 4 ou 5. Voilà, quoi ça ressemble, un ENEA type 4 et NFJ. Il y a des différences du coup avec l'ENEA type 9, mais il y a des points communs, voilà. Donc là, vous avez déjà, avec cette vidéo, j'ai déblayé le terrain sur une combinaison, le 9 INFJ. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire, faire le lien entre vous, votre MBTI et votre énéagramme, qui peut être intéressant aussi. Merci si vous le faites d'avance. Et voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Matane.